Ok, donc la dernière fois nous nous étions arrêtés sur les routes, sur les interfaces passives. Donc nous avons vu qu'au travers de notre topologie, qu'il était possible de rendre une interface passive et nous avons vu le résultat d'une telle configuration. Ce qui se passe, c'est que du point de vue, lorsqu'on considère la logique du fonctionnement de OSPF, lorsque OSPF est activé sur une interface, ok, au travers de la commande network ou encore au travers de la commande IP OSPF 1 area 0 par exemple, OSPF est activé sur l'interface, par exemple cette interface et également cette interface. Et nous avons vu qu'il y a des cas où il n'y a aucune raison d'envoyer des hello sur une interface donnée. Dans le cas présent, par exemple, cette interface, nous avons ce sous-réseau que nous voulons publier dans OSPF, ce qui est tout à fait logique. Parce que si ce sous-réseau n'est pas publié dans OSPF, ce routeur ne pourra pas prendre connaissance du dit sous-réseau. Autrement, il faudrait faire du routage statique. Mais... S'il vous plaît. Oui. Apparemment, tel qu'on n'est pas partagé. Ah, ok, excusez-moi. Là, il faut me signaler, sinon je vais avancer comme ça. Je vais venir ici. Share screen. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Ok. Donc, j'étais en train de dire que l'objectif d'activer OSPF ou un protocole de routage, c'est d'annoncer les subnets. Lorsque nous activons OSPF ici, ceci est un subnet, ceci est un subnet, ceci est un subnet, ceci est un subnet, 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 subnet. Nous pouvons faire de même ici. Donc chaque connexion entre routeurs constitue un subnet parce que nous savons que par logique, par principe, les routeurs séparent les domaines de diffusion. Donc chaque connexion entre routeurs est un subnet. Lorsqu'on n'utilise pas des routes statiques, l'objectif d'un protocole de routage, lorsqu'il est activé sur chaque subnet, donc sur les connexions entre routeurs, le protocole de routage, ce qu'il fait, c'est qu'il annonce ces subnets aux autres routeurs, aux routeurs qui ne sont pas directement connectés à ce subnet. Donc, je donnais l'exemple de ce LAN où nous avons les serveurs. Si nous activons OSPF ici, l'objectif c'est de faire de telle sorte que tous les routeurs qui ne sont pas directement connectés à ce subnet puissent prendre connaissance de ce subnet. Donc au point où si nous venons dans n'importe quel routeur, lorsque tout est bien configuré, nous soyons en mesure de voir une route vers ce subnet. Mais il arrive, il y a des cas où nous activons le protocole de routage sur cette interface et sur cette interface. Sur cette interface, ce routeur a trois voisins potentiels. Le routeur 1, le routeur 2 et le routeur 4. Excusez, 1, 3 et 4. Mais sur cette interface, il n'y a aucun voisin potentiel parce que de ce côté, il n'y a que des serveurs. Et du coup, l'objectif de rendre des interfaces passives, c'est simplement le fait que nous voulons continuer à annoncer le subnet au travers du protocole de routage, mais nous voulons stopper la transmission des hello sur cette interface.
il y a plusieurs raisons. C'est parce que les hello consomment notre bande passante, parce que ce sont des messages qui sont transmis au travers de l'interface. Donc, nous supprimons la transmission des hello, mais nous continuons à annoncer le subnet au travers de OSPF. Donc ça, c'est l'objectif principal du Passive Interface. Un deuxième paramètre de OSPF, ce sont les routes par défaut. Je pense que nous avons vu les routes par défaut. Alors, les routes par défaut, c'est simplement ce que nous avons vu, le fait que nous l'avons vu au travers de... Ouais, nous avons vu cette partie. Nous avons vu que dans le contexte de notre topologie ici, nous configurons une route par défaut ici, dans le routeur 15. Ok, ici il n'y a pas OSPF. Ça c'est une connexion typique pour un routeur qui se connecte à l'internet. Donc ici nous avons le réseau entreprise où nous pouvons avoir 10, 20, 30, 50 routeurs et un routeur qui fait face au fournisseur d'accès internet, donc le ISP. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons configurer une route par défaut dans le routeur 15 qui pointe vers le ISP. Et le ISP aussi va savoir comment annoncer les subnets qui sont dans notre réseau entreprise afin que l'internet puisse atteindre notre réseau entreprise. Mais pour les routeurs qui ne sont pas directement connectés au ISP, nous n'allons pas partir configurer des routes statiques, ok? Ce que nous voulons, c'est que nous voulons juste annoncer cette route par défaut à tous les autres routeurs. Et dernièrement, nous avons vu qu'en configurant, en mettant la commande, cette commande qui est ici, Default Information Originate, sous le processus OSPF, il est possible d'annoncer la route par défaut aux autres routeurs. Donc, un seul routeur est connecté au fournisseur d'accès et en mettant cette commande sous le processus OSPF, en d'autres termes, cela veut dire de venir dans le routeur faire router OSPF1, partir sous le processus et mettre la commande default information originate. Et nous savons que en le faisant, le résultat est que les routeurs qui ne sont pas directement connectés au ISP vont prendre connaissance de cette route par défaut. Donc le routeur 16 dans le cas présent et le routeur 15 vont prendre connaissance de cette route par défaut. Et cette route par défaut dans le routeur 16 et le routeur 17 sera classée comme un E2, quelque chose comme ça. Je vais vérifier. External 2, ça veut dire que c'est une route externe de type 2. Les types de routes ne sont pas vus dans les détails au niveau du CCNA, mais je pense qu'au niveau du, voilà, c'est un E2, ok, OSPF E2. Donc les routeurs qui ne sont pas directement connectés au ISP vont prendre connaissance de cette route, de la route par défaut, et cela va les éduquer de savoir que s'ils ont des paquets pour lesquels ils n'ont pas de route spécifique, ces paquets seront envoyés vers le routeur qui est connecté à l'internet, au ISP. Donc ça, c'est la route par défaut. Je pense que nous n'avons pas vu le cost, l'aspect du cost. Nous savons que le cost, c'est le métrique de OSPF. Juste à titre de rappel, chaque protocole de routage a un métrique. Par exemple, OSPF son métrique, c'est le cost. Métrique de OSPF,
c'est le cost. Et le métrique, par exemple EIGRP, c'est par défaut, c'est bandwidth et delay. EIGRP, par défaut, c'est bandwidth plus delay. Mais nous savons que pour EIGRP, il y a 3 autres métriques qui ne sont pas prises en considération par défaut. Pour RIP, à titre de rappel, c'est Hope. Hope count, c'est le métrique de RIP. En d'autres termes, le nombre de routeurs entre le routeur qui transmet et le routeur qui reçoit. Pour OSPF, OSPF sélectionne la meilleure route vers chaque sous-réseau de destination sur la base du cost. Le cost est le métrique de OSPF. Les routeurs OSPF peuvent influencer ce choix en modifiant le cost de l'interface OSPF sur n'importe quelle et toutes les interfaces. Les routeurs Cisco permettent de modifier le cost de l'interface OSPF de 3 manières différentes. Avant de partir dans les détails de la modification du cost, il y a quelque chose que je n'avais pas fait, que je vais faire rapidement. C'est que nous avons OSPF ici. Donc si je viens dans le routeur, je vais changer. Si je viens dans le routeur 9 par exemple, dans le routeur 9, si tout a bien démarré bien sûr, enable, si je fais show IP route, remarquez que nous avons toutes ces routes. Si nous essayons de faire un ping vers le loopback du routeur 2, si tout fonctionne correctement, nous devons avoir ce ping. Cela va nous indiquer que le réseau fonctionne correctement. Les paquets, les pings peuvent échouer à cause de ARP, ou encore peut-être que quelque chose ne fonctionne pas. Là, je suspecte que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Je pense que je n'ai pas un loopback dans le routeur dedans. Je vais juste ping l'adresse IP de l'interface. Excusez, donc je vais faire ping 101. Excusez, ce sera le 101.1.2. Si le ping réussit, ça veut dire que voilà, le routeur, cela nous signale que le routeur 9 peut atteindre cette interface du routeur 2. Mais nous savons que du point de vue du routeur 9, pour atteindre ce routeur 2, il n'y a qu'une seule route pour l'instant. Ok? Il n'y a qu'une seule route parce qu'il n'y a que cette connexion qui est active. Pour le valider, nous pouvons venir ici, nous allons faire show IP route 101.1.2 pour voir les détails. Nous voyons que la route va vers le F01 et le F01, si nous venons ici, le F01 c'est cette interface. Donc, nous allons activer cette connexion rapidement. Ici là, je voulais souligner qu'il faut lire 30 et non 32. C'était une erreur. Donc partout où vous voyez barre 32, c'est barre 30 puisque le masque de 30 a 2 adresses IP utilisables. Et donc ce qui se passe, c'est que chaque routeur utilise l'une des interfaces du subnet. Donc nous allons partir dans le routeur 3 par exemple. Nous allons venir ici dans le routeur 3, je vais vérifier l'interface qui est connectée. Excusez. Si je viens ici, il ne me signale pas. Je vais effacer. Ok, ce que je veux faire, je vais simplement faire ceci. Enable show CDP neighbor. Avec CDP neighbor, nous savons qu'il y a une interface dans le routeur 3 qui est connectée au switch. Ok, au switch. Je pense que si nous venons, nous faisons interface. Je vais d'abord faire do show run. En faisant do show run F00
c'est l'interface qui est connectée au switch. Et le F01, c'est l'interface qui est connectée au routeur 7. Et je pense que ici, c'est le F, c'est le gig 010. Parce qu'ici, nous avons la fibre. Donc, je vais faire interface. Interface G010. Faire no shutdown. Ok, je vais faire IP address. Ce sera le 192.1.255.255.252. IP OSPF1, là-bas c'est la zone 1. Zone 1, processus 1. Je viens du côté du routeur 5, je vais faire la même chose. Enable, configure terminal, interface G010, no shutdown, IP address 1.2.1.255.255.252, IP OSPF1 area 1. Ok. Je pense que je dois vérifier. C'est le G010, mais il ne s'active pas. Je suis bien dans le routeur 5. Ok. J'ai intérêt à vérifier. Ok, je vais vérifier avec le DuShow IP interface brief. Je vais activer le G030. Faire no shutdown. Je pense que c'est le G030 alors. Ici, je vais faire également G030 no shutdown. Alors, c'est le G030. Donc, je vais enlever l'adresse IP que j'avais mis dans le G01. Je vais mettre no IP address. Et je vais repartir dans le G030. Je vais mettre cette adresse IP dans le G030. IP OSPF area 1. Ok, c'est bon. Je vais faire la même chose à ce niveau. Je vais repartir dans le G010. Nous allons enlever l'adresse IP avec la commande no IP address. Je repars dans le G030. Je vais y configurer cette adresse IP. Excusez. Cette adresse IP. Et mettre dans OSPF. Ici, là, nous allons, je pense qu'ici, donc, entre le routeur 5 et le routeur 6, ce sera le G010. Je vais venir ici, Enable, Interface, okay, excusez, Configure Terminal. Oh, ok. Simplement venir ici d'abord activer, Configure Terminal, Interface G010. No shutdown, G030, no shutdown. Donc nous allons attendre que cette erreur libère l'interface, mais ici nous allons faire du show IP interface brief. Nous avons déjà configuré ici, donc ici ce sera le interface G010. Nous allons y mettre l'adresse IP 131. Je vais juste modifier le 3 ici. Puis je vais mettre dans IP OSPF1 area 1. Le routeur 6, je pense qu'il n'est pas encore disponible. Donc ici c'est le 1. Donc ici ça doit être le 3. Donc je vais partir dans ce routeur. IP address 1.4.1.1 255.255.252 IP OSPF1 area 1. Pour le routeur 6, ok. Configure terminal, interface G030. C'est le G010 qui fait face au routeur 5. 10. No shutdown, on voit que la ligne A. IP address, ce sera le 1.3.1.1.
puisqu'ici nous avons mis le 1, 3, 1, 2. Donc 255, 255, 252. IP OSPF 1 Area 1. L'autre interface c'est le G31, G30, G030 plutôt. No shutdown. Ici l'adresse IP c'est le IP address 1, 4, 1, 2, 255, 255, 252. Ce sera toujours IP OSPF 1 Area 0. Donc à partir du moment où nous allons le faire, nous allons remarquer que quelque chose va changer. Au début, lorsque nous avons fait cette vérification, nous avons vu que le routeur 9 pour atteindre le routeur 2 est en train de choisir le F01 et le metric c'est 4. Okay? Route metric is 4. Nous allons maintenant voir si quelque chose va changer une fois que OSPF va fonctionner sur cette connexion. Si quelque chose va changer, nous allons attendre un peu le temps que le protocole de routage puisse s'activer. Oui, OSPF est maintenant actif. Nous venons ici. Ok, pas encore sur cette connexion. Si nous venons au niveau du routeur 6 de Show IP Route, le routeur 6 a connaissance des routes et la relation vient de se créer avec le routeur 9. Nous le voyons ici. Si nous faisons maintenant, nous repartons ici, nous allons tester avec la même commande. Ok. Ce qui, nous voyons que maintenant, il y a deux routes possibles. Deux routes possibles. Deux routes possibles. Au départ, lorsque nous avons vérifié, il n'y avait qu'une seule route. Ok. Nous pouvons le voir ici. Et là, maintenant, nous avons deux routes. Avant, l'unique route, c'était le 1712, ok, au travers du routeur 8. Et là, maintenant, nous avons le 1712 et le 1412 au travers du routeur 6. Donc, ce qui veut dire que, du point de vue du routeur 9, il y a la possibilité d'envoyer les paquets ici et aussi d'envoyer les paquets ici. J'aurais bien voulu avoir des interfaces gigabyte pour avoir la possibilité d'avoir un autre cost par défaut. Mais ce n'est pas grave, nous allons donc tester avec la modification des costs. Mais avant de le faire, nous allons repartir pour voir la théorie. Les routeurs Cisco permettent de modifier le cost de l'interface OSPF de trois manières différentes. Alors, directement à l'aide de la commande, à l'aide de la sous-commande d'interface IP OSPF cost, il est possible de partir dans un routeur, par exemple dans le routeur 9, configure terminal, ok, configure terminal, interface, excusez, il y a quelque chose que je vais modifier, ça paraît un peu, si, je pense que si je viens à Tools, View, Options, Preferences, je venais de découvrir qu'il est possible de modifier le fond, la taille des écrits. Je pense que nous allons mettre ça, attendez, c'est ici plutôt, je pense. Nous allons mettre ça à 14 pour que ça soit plus visible. Apply. Ok. Ok. Ok, donc là vous remarquez que c'est plus visible. En fait, il y a plus de visibilité. Et si je reviens ici à la ligne de commande du routeur 7, c'est ce que je cherchais. Effectivement, c'est un peu plus visible. Donc, si je viens sur l'interface F030 par exemple, G030 plutôt. G030, il est possible de mettre IP OSPF cost, point d'interrogation, modifier le cost, et c'est une valeur qui sera entre 1 et 65 535. Vous remarquez que plusieurs valeurs dans le contexte de l'IP varient entre 1 et 65 535. Si vous voyez le tableau des powers of 2,
vous allez voir à quel niveau se trouve le 65 535. Par exemple, le processus OSPF, je pense que c'est une valeur entre 1 et 65 535. Il y a plusieurs valeurs qui varient qui varient dans cette fourchette. Donc, le cost de OSPF, c'est une valeur entre 1. Si vous voulez le modifier directement, c'est entre 1 et 65 535. Ça, c'est la première option. La deuxième option, en utilisant le calcul par défaut, par interface, en modifiant le paramètre interface bandwidth, ce qui change la valeur calculée. C'est un peu difficile à comprendre d'un point de vue théorique, mais nous allons voir ce que cela veut dire. La troisième option, excusez, utilisation du calcul par défaut, par interface et en modifiant le paramètre OSPF interface bandwidth, ce qui modifie la valeur calculée. Alors, pour ces deux éléments, cela nécessite que nous puissions voir exactement ce qu'on veut dire. Ici, c'est la modification du cost directement, tel que nous venons de le voir. Par défaut, si nous repartons ici, nous avons vu la commande, mais nous allons voir ce qui se passe pour l'instant. Si nous faisons show IP OSPF interface, ok, pour voir toutes les interfaces qui sont OSPF, nous pouvons voir ici par exemple que l'interface F01 est une interface OSPF et son cost, nous allons voir son cost quelque part, son cost est de 1. Ok. Ok. Le 01, son cost est de 1. Le 00, son cost est de 1. Et le 030, son cost est de 1. En d'autres termes, si nous revenons ici pour calculer, vu que ces interfaces ont un cost de 1, le cost total pour atteindre, à partir du routeur 9, pour atteindre cette interface, le cost total, nous avons vu, est de 4. Et le principe est que le outgoing interface, ok, en d'autres termes, le cost qui est considéré ici, c'est le 1 qui est ici, le 1 qui est ici, le 1 qui est ici, et le 1 qui est ici. Donc ça veut dire que 1 plus 1 plus 1 plus 1 nous donne 4. C'est la même chose ici, 1 plus 1, ça nous donne 4. Voilà pourquoi il y a une égalité le métrique est égal. Le métrique est égal pour passer par le routeur 6 et pour passer par le routeur 8. Donc c'est 3 pour les 3 routeurs qui sont sur cette connexion, pour les 3 routeurs qui sont ici, et le 1 qui est sur le routeur 3. Il y a égalité de métrique 4. Donc, il est possible, par exemple, de venir, nous allons essayer de le faire. Si nous venons dans le routeur 5, ok, et juste pour rappeler un autre principe, le cost qui est considéré, c'est le outgoing, le cost du outgoing interface, donc seulement ce cost. On ne considère pas le incoming. Le incoming, c'est entrant, ok? Dans ce sens, on ne considère pas le cost de l'interface entrante. On considère seulement le cost de l'interface, le outgoing interface. Donc, dans le sens qui pointe vers le réseau de destination. Nous avons déjà vu cela, mais cela vaut la peine d'être rappelé ici. On ne considère que les outgoing. Donc, en d'autres termes, si nous voulons modifier le paramètre ici, par exemple, pour préférer ce segment, si nous voulons préférer ce segment qui est ici, ok, nous pouvons modifier ce cost ou encore ce cost. Si nous modifions ce cost qui est ici là, d'un point de vue logique, les deux routes auront toujours un métrique égal parce que ils utilisent cette connexion. Les deux routes utilisent cette connexion du routeur 3. Donc il faut modifier soit l'un de ces trois costs ou encore l'un de ces trois costs.
Donc, ce que nous allons faire, nous allons modifier par exemple le cost du routeur 5 vers le routeur 3. Et ici, nous avons vu, juste pour valider, si nous repartons ici dans le routeur 5, si je fais do show IP, do show CDP enable, je pense. Ok, CDP is not enabled. Si nous partons, si nous faisons CDP run, je reviens ici au niveau du routeur 3. Je pense que ici, je ne sais pas si c'est enable, configure terminal, CDP run, c'est la commande qui permet d'activer CDP, Cisco Discovery Protocol. Si je reviens do show CDP enable, j'ai maintenant la sortie. Mais on ne me liste encore aucun voisin. Ok. Nous allons repartir sur ça un peu plus tard. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement do show IP interface brief. Ici, là, c'est le 1, 2, 1. En d'autres termes, c'est le G030. Alors, ici, c'est un élément sur lequel il faut faire attention. Tel que nous l'avons dit, c'est le outgoing interface. Si vous modifiez le cost du G010, le G010 est ici, là, cela ne va pas produire un résultat. Cela va produire un résultat dans le sens inverse. Pour les routes qui vont à partir, par exemple, du routeur 2, allant dans ce sens, cela aura un impact. Mais du point de vue du routeur 9, pour atteindre le routeur 2, cela n'aura aucun impact. Donc nous allons modifier sur le G030. Je vais effacer ici, je vais modifier ce cost puisque c'est un outgoing interface. Interface G030, si je fais IP OSPF cost, le cost est de 1 pour l'instant. Disons que nous le donnons un cost de 5. Ok, 5. Si nous repartons, nous faisons show IP OSPF interface gigabyte. Ok, gigabyte 030 excusez 0. Remarquez que le cost a maintenant changé, le cost est maintenant de 5. Si nous revenons au niveau du routeur 9, nous allons maintenant voir quelle est la route qui est préférée. Si nous ressaisissons cette commande, remarquez que le cost, la route qui est préférée, c'est maintenant cette route. Ok, entre temps les deux routes étaient préférées, en fait les deux routes étaient sélectionnées, et maintenant c'est seulement la route qui va vers le 1.7.1.1.2, en d'autres termes la route qui va vers le au travers du routeur 8. Donc c'est maintenant cette route qui est préférée. Pourquoi cette route est préférée? Parce que 5 est un cost qui n'est pas attractif, parce que c'est la valeur inférieure. Donc on préfère le 1 par rapport au 2, par rapport au 3, par rapport au 4, par rapport au 5. Donc la valeur inférieure est préférée. Donc en mettant un cost de 5 ici, là, cette route a maintenant un métrique qui est différent. Pour le valider, si nous venons au niveau du routeur 6, par exemple, au niveau du routeur 6, enable, configure terminal, si nous faisons, je n'ai pas besoin de ça, de show IP route 100.1.1.2, remarquez que cette route, le métrique de cette route est de 5. Ok, le métrique de cette route est de 5. Donc un métrique est supérieur au métrique de 4 que nous avons à partir du routeur 9. Donc nous allons corriger cela pour ne pas avoir des résultats un peu bizarres lorsque nous allons avancer. Nous allons revenir ici, interface, et nous allons remettre cost 1. Lorsque nous allons le faire, nous revenons au routeur 9. Si nous revérifions avec la même commande de show IP route, remarquez que les deux routes sont une fois de plus sélectionnées. Okay. Nous avons les deux routes qui sont sélectionnées. Nous allons faire un test. Nous allons faire ping
pour trace route pour voir plutôt la route qui est choisie. Trace route 100 1 1 2. Alors, lorsque vous voyez un ping, par exemple ici, ce que nous voyons c'est quoi? Comment est-ce que les paquets sont en train de traverser? Ça va au 1.7, ok. Le 1.7 c'est ici là, je vais effacer. Ça va au 1.7, le 1.7 c'est ici, ok, sur le premier hop. Et puis ça va au 1.3. Le 1.3 est ici. Et puis ça va au 1.5. Le 1.5 est ici. Excusez, je veux quand même montrer. Donc, et puis 1.7. Ok, nous avons ici. Et puis ça va au 1.3. Et puis ça va au 1.5. Et puis ça arrive au 101.1.2. Donc ça c'est ce que nous remarquons lorsque nous faisons le trace route. En d'autres termes, il y a une sorte de load balancing. Si nous faisons encore, nous voyons que ça va au 1.4, ok. Cette fois-ci ça a changé. Si j'efface, ça va au 1.4, ok. Après ça va au 1.6. Je veux tout montrer, mais c'est comme ok, je vais faire ceci. Donc ça va au 1.6 et puis ça va au 1.2. En d'autres termes, il y a un load balancing, un équilibrage de charge, et nous allons le voir un peu plus tard. Si nous revenons ici, nous allons continuer avec la modification de cost. Nous avons vu la modification directe du cost. Alors, la deuxième possibilité, ajuster le cost des paramètres interface et reference bandwidth. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les routeurs utilisent un paramètre de bande passante par interface pour décrire la vitesse de l'interface. Notez que le réglage de la bande passante de l'interface n'influence pas la vitesse de transmission réelle. Au lieu de cela, la bande passante de l'interface agit comme un paramètre configurable pour représenter la vitesse de l'interface, avec la possibilité de configurer la bande passante pour qu'elle corresponde à la vitesse de transmission réelle ou non. Pour prendre en charge cette logique, iOS définit une valeur de bande passante d'interface par défaut qui correspond à la vitesse de transmission physique lorsque cela est possible, mais permet également la configuration de la bande passante de l'interface à l'aide de la sous-commande d'interface bandwidth speed. Alors, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle par le speed de l'interface, le bandwidth speed. Il est possible de modifier le speed avec cette commande. Alors, pour avoir une idée de cela, si nous faisons show interface fast Ethernet 01 par exemple, nous voyons qu'il y a un bandwidth, ok. Ici, il est représenté en kilobits. C'est ici, par exemple, pour cette interface, c'est 100 000 kilobits. Ok, donc ça, c'est le bandwidth. Donc, OSPF ainsi que d'autres fonctionnalités iOS utilisent la bande passante de l'interface pour prendre des décisions. Avec OSPF utilisant la bande passante de l'interface dans son calcul du cost OSPF par défaut pour chaque interface. iOS utilise la formule suivante pour choisir le cost OSPF d'une interface dans les cas où le cost n'est pas configuré avec la commande IP OSPF cost. iOS met la bande passante de l'interface au dénominateur et un paramètre OSPF appelé la bande passante de référence au numérateur. Donc ça, c'est en d'autres termes, c'est la formule, ok, pour définir le cost au travers de la bande passante. Nous n'allons pas trop nous focaliser sur ceci.
Ok, c'est juste pour votre information. Mais nous allons plutôt nous focaliser sur un peu la logique qui se passe ici. Je veux voir si c'est un key topic du point de vue de Cisco. Vous voyez que ce n'est pas un key topic, donc ne cassez pas votre tête. L'objectif est de comprendre la logique de ce qui se passe ici. Et nous allons revenir sur ce tableau un peu plus tard. Notez que même si vous pouvez modifier à la fois la bande passante de l'interface et la bande passante de référence via configuration, donc il y a deux éléments en d'autres termes pour essayer de souligner les éléments clés de cette partie. Il y a la bande passante de l'interface et la bande passante de référence. Donc toutes les deux valeurs peuvent être modifiées. Dans la mesure où plusieurs fonctionnalités iOS utilisent le paramètre bande passante, vous devez éviter de modifier la bande passante de l'interface pour influencer le code de OSPF par défaut. Ce que cela veut dire, c'est que si nous repartons sur la sortie de commande que nous avons ici, nous pouvons modifier ce paramètre, ok, pour influencer le cost de OSPF. Mais si ce qu'on nous dit que cette valeur n'est pas utilisée uniquement par OSPF, il y a d'autres protocoles, il y a d'autres éléments qui permettent au routeur de fonctionner, de prendre des décisions qui utilisent ce paramètre. Donc, modifier la bande passante peut avoir des résultats, aura des résultats non seulement sur OSPF, mais sur d'autres protocoles ou encore d'autres paramètres du routeur. Donc, Cisco ne recommande pas cela parce que en modifiant ce paramètre, la bande passante, vous risquez de modifier d'autres paramètres et avoir des résultats au-delà de OSPF. Donc, vous réglez le problème avec OSPF, vous risquez d'avoir des problèmes avec d'autres protocoles. Voilà pourquoi ce que Cisco recommande. Alors, cela étant dit, de nombreuses entreprises utilisent les paramètres de cost par défaut, tout en influençant la valeur par défaut en modifiant la bande passante de référence, tout en laissant la bande passante de l'interface comme représentation précise de la vitesse de l'interface. Cisco a choisi le paramètre de bande passante de référence par défaut de l'iOS il y a des décennies, à une époque où les liaisons étaient beaucoup plus lentes. Par conséquent, toute interface avec une interface de bande passante de plus de 100 MB ou plus a un cost de 1 lorsque la bande passante de référence par défaut est utilisée. Ainsi, lorsque vous fiez au calcul du cost OSPF par défaut, cela aide pour configurer la bande passante de référence sur une valeur, sur une autre valeur. Alors, ici c'est le tableau. On a dit que la bande passante de référence a été, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre il y a des décennies, au moment où nous n'avions pas encore les 10 gigas. Ok, nous n'avions pas encore les 100 gigas. Et à l'époque, je pense que nous avions jusqu'au Fast Ethernet, et le Fast Ethernet était de 1. Pour les Serial, c'était de 64. Le Ethernet, c'était de 10. Ce sera difficile de voir pour le Serial, pour plutôt le Ethernet ici. Il est possible, par exemple, de venir sur notre topologie, par exemple ici là. Il est facile par exemple de créer juste quelque chose rapidement ici pour voir le cost des interfaces de série. Okay. Ce que je peux faire, c'est de venir ici, je prends le 29.1. Est-ce qu'il y a des interfaces de série ici? Ouais, il y en a. Donc je vais prendre deux routeurs 29.01 et je vais les connecter. Ok, avant de le... Ok, je vais d'abord ajouter la carte qui a les interfaces de série et je vais connecter 030. Si je reviens ici, ok, je vais d'abord mettre l'équipement en marche.
vient, c'est le... Ok, le routeur est en train de démarrer. Si configure terminal interface S030, no shutdown, IP address, nous allons mettre 111 255.255.0 IP OSPF1 area 0. On va faire de même ici. Non. Never configure interface S030, no shutdown, IP address 111 255.255.0 IP OSPF1 area 0. La relation OSPF s'est créée. Si nous vérifions par exemple and show IP OSPF interface, nous n'avons que deux interfaces OSPF et tel que nous le voyons pour les interfaces de série, le cost par défaut est de 64. Ok, point to point. Nous allons voir cela. C'est bien d'avoir cela parce que ça va nous permettre de valider certains paramètres de temps en temps. Si nous revenons sur nos notes, ok, nous voyons que le serial, le cost par défaut c'est de 64, nous venons de le voir. Si vous testez avec des Ethernet, ok, des interfaces de type Ethernet, c'est 10. Ok, nous n'allons pas perdre le temps de le faire, nous avons déjà testé avec le serial. Nous avons déjà vu que pour les phases Ethernet c'est de 1 et pour les gigabytes c'est de 1. Pour preuve, si lorsque nous étions dans le routeur, excusez, je suis en train de cliquer quelque chose qui ne nous intéresse pas. Lorsque nous sommes dans le routeur 9 où nous avons deux types d'interfaces, ok, si nous faisons show, excusez, show IP interface brief, nous avons un fast Ethernet, ok, un fast Ethernet que nous avons ici. Nous avons également nous avons un gigabyte Ethernet, excusez, et nous avons également un fast Ethernet. Ces deux interfaces utilisent le même cost. Donc si nous venons ici show IP OSPF interface, remarquons que le fast Ethernet a un cost de 1 et le gigabyte Ethernet a également un cost de 1. Cela correspond avec ce que Cisco dit. Donc à partir de fast Ethernet, gigabyte Ethernet, 10 gigabytes Ethernet, 100 gigabytes. Imaginez la différence de la vitesse de transmission entre ces interfaces. Fast Ethernet et little bit fast, gigabyte un peu plus vite, 10 gigas c'est encore plus vite, 100 gigas c'est extrêmement rapide. Donc, mais tous utilisent le même cost. Donc, nous pouvons le voir dans ce tableau, avec une bande passante de référence par défaut, toutes les interfaces Fast Ethernet et les liens plus rapides ont un cost OSPF de 1. Par conséquent, OSPF va traiter une liaison 100 MB comme ayant le même cost qu'une liaison 10 MB ou 100 MB. Ce qui n'est probablement pas la bonne base pour choisir les itinéraires. L'objectif d'avoir choisi une fibre sur notre topologie, donc des connexions gigabytes, c'était de pouvoir faire de telle sorte que le routeur choisisse cette route. Ok, c'était pour faire de telle sorte que le routeur choisisse cette route, parce que nous voulons bien sûr que le routeur choisisse là où nous avons des gigas par rapport à là où nous avons des fast Ethernet. Parce que le fast Ethernet c'est 100 MB, le gigabyte Ethernet c'est 1000 MB. Mais vu que le cost par défaut c'est de 1, le routeur choisit ces deux routes. Ce que nous ne voulons pas en tant qu'ingénieur réseau, nous achetons, par exemple, lorsque vous achetez une connexion d'1 giga, c'est pour que vous puissiez avoir une transmission rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour influencer le cost? Qu'est-ce qu'il faut faire pour influencer le cost? Vous pouvez toujours utiliser le calcul cost OSPF par défaut. Et beaucoup le font, simplement en modifiant la bande passante de référence.
OK? Il est possible de laisser le cost OSPF par défaut. Donc le cost, nous avons vu, c'est 1. C'est 1. Si nous venons... excusez, je suis en train de chercher ça. Le cost, nous l'avons vu, pour les fast Ethernet et pour les gigas, pour les gigabytes, c'est de 1. Et nous avons vu la formule que nous avons vu un peu avant. Je vais reprendre cette formule. La formule du cost selon OSPF. OK. C'est ref bandwidth. Je vais mettre B seulement. Sur interface bandwidth. Le interface bandwidth, c'est ce que nous avons vu. Par exemple, pour le... Nous allons repartir sur la ligne de commande pour voir les deux. Si je fais show interface F00 par exemple, c'est 100 000 kilobits. Alors nous allons le noter là. Pour le fast Ethernet, le interface bandwidth est de 100 000 kilobits. Et pour le gigabit Ethernet, nous allons vérifier. G030, c'est de 1 million. Attendez, excusez. 10. Ouais, c'est de 1 million. Pour les gigabytes Ethernet, nous allons le noter ici. Gigabyte Ethernet, c'est de 1 million. Donc, malgré cette différence, les deux ont un cost de 1 du point de vue de OSPF. Maintenant, on nous dit ici ce que nous dit, au lieu de modifier la bande passante de l'interface, modifier le reference bandwidth. OK? Modifier le reference bandwidth. AES met la bande passante de l'interface au dénominateur et bande passante référence au numérateur. OK. Si nous revenons ici, comment est-ce qu'il faut modifier puisque Cisco nous recommande de modifier la bande passante de référence avec la sous-commande de mode OSPF Auto Cost Reference Bandwidth Speed. Cette commande définit une valeur dans une unité de mégabytes. Définissez la valeur de bande passante de référence sur une valeur au moins égale à la vitesse de liaison la plus rapide du réseau, mais de préférence plus élevée en prévision de l'ajout des liens plus rapides à l'avenir. Alors, par exemple, dans une entreprise dans laquelle les liaisons les plus rapides sont de 10 gigas, vous pouvez utiliser une bande passante. Vous pouvez configurer la commande suivante dans tous les routeurs: Auto Cost Reference Bandwidth 10,000, c'est-à-dire 10 000 mégabytes ou 10 gigas. Dans ce cas, par défaut, une liaison de 10 gigas aurait un cost OSPF de 1, tandis qu'une liaison 1 giga aurait un cost de 10 et un lien 100 gigas aurait un cost de 100. Ce que cela veut dire, c'est simplement avec cette commande, nous pouvons faire de telle sorte que la bande passante de référence prenne compte de la capacité des interfaces que nous avons. Donc, si les connexions les plus rapides de notre réseau, c'est 10 gigas, et vu que 10 gigas, c'est 10 000 mégabytes par seconde, nous pouvons appliquer cette commande Auto Reference Bandwidth 10 000 pour que les interfaces 10 gigas aient un cost de 1, les interfaces 1 giga un cost de 10 et les interfaces 100 mégabytes un cost de 100.
Mieux encore, dans cette entreprise, utiliser une bande passante de référence d'un débit plus rapide que l'interface la plus rapide du réseau pour laisser la place à des vitesses plus élevées. Donc, l'exemple qu'on donne ici, c'est simplement essayer de prévoir. Par exemple, si vous avez des connexions de 10 gigas aujourd'hui, c'est bien de le faire, ok? Vous pouvez faire auto cost bandwidth 10,000. Mais si, par exemple, 2 ans après votre entreprise ajoute des connexions de 100 gigas, vous devez repartir faire des modifications. Donc, au lieu de le faire, vous pouvez déjà prévoir. Vous pouvez déjà faire auto cost bandwidth, auto cost reference bandwidth. Vous pouvez prévoir 100 000 gigas, 100 000 plutôt, 100 000 qui est pour 100 gigas, pour faire de telle sorte que le jour que vous allez ajouter des connexions de 100 gigas dans votre réseau, qu'il n'y ait pas que cette valeur soit considérée. Et si vous mettez AutoCost Reference Bandwidth 100 000, vous aurez pour des liens de 100 gigas, le cost sera de 1, 40 gigas, le cost sera de 4, les liens de 10 gigas, le cost sera de 10, et les liens de 1 giga, le cost sera de 100. Alors, nous allons l'appliquer sur notre topologie. Nous savons que sur notre topologie, nous avons des connexions de Fast Ethernet. Fast Ethernet, c'est 100 000 kilobits. En mégabytes, c'est 100. Donc, c'est... Oui. Je te médier. Oui. Donc, c'est cette commande-là qui va modifier les costs automatiquement. Oui. Oui. Donc, au lieu de modifier la bande passante de l'interface, vous modifiez seulement le reference bandwidth. Ouais, donc, ça va ajuster. Donc, nous allons le faire. Je vais, au lieu de saisir, ok, c'est pas grave, nous allons faire ce que nous allons faire ici. Ça se fait sous le route OSPF. Effectivement, au lieu de saisir, je vais ouvrir Notepad. Et je pense que dans tous les routeurs, c'est le processus 1. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est route OSPF. OSPF 1. Et nous allons mettre la commande. Je vais partir dans le routeur 9. Et il faut préciser qu'il faut le faire dans tous les routeurs. Ok. Donc, nous allons faire route OSPF 1. Auto cost reference bandwidth. Nous avons des 1 giga, ok, mais nous allons par exemple mettre ok, mettons un point d'interrogation. Ok, the reference bandwidth in terms of megabytes per second. Alors 10 gigas c'est 1000, mais nous allons mettre 10 000 comme si nous avions des interfaces 10 gigas sur notre topologie. Nous n'en avons pas, mais nous allons juste mettre ceci. Ok, remarquez qu'ici on nous dit please ensure reference bandwidth is consistent across all routers. Ça veut dire que lorsque vous exécutez cette commande, vous devez faire de telle sorte que tous les routeurs OSPF puissent avoir cette commande. Parce que c'est la bande passante de référence. Donc nous allons copier ceci. Et je vais... Oh, je n'ai pas copié. Ok. Copie. Je vais mettre ici. Ce que je vais faire un petit script pour ne pas enable, pour ne pas avoir à saisir. Je vais copier. Puis je mets end pour que quand ça finisse, que ça reparte. Alors, ce que nous allons faire, avant de le faire, nous allons d'abord essayer de vérifier. Ok, pour voir show IP route 100.1.1.2. Remarquez qu'il choisit maintenant le gigabyte 030. Ok, avant il était en train de choisir, il avait une préférence, en fait les deux routes étaient ok, je ne peux plus remonter, mais du moins là il a changé, il choisit maintenant la connexion qui va au travers du routeur 4, du routeur 6. Mais pour être consistant, nous allons modifier cette valeur dans tous les routeurs. Paste, c'est fait ici là. Ouais, donc j'ai juste collé et je reviens ici, paste. Ici c'est la même chose. Donc je suis en train de mettre cette configuration.
Dans le routeur 7, c'est fait. Venons dans le routeur 6. Dans le routeur 5. Test. Dans le routeur 3. Test. Et nous allons le faire seulement dans le routeur 2 puisque nous sommes en train de tester seulement entre le routeur 9 et le routeur 2. Rien ne va changer pour l'instant. Nous choisissons maintenant le gigabyte. Le gigabit a maintenant plus de cost. Si nous faisons show IP OSPF interface, remarquez que le fast Ethernet a maintenant un cost de combien? De 100. Avant, le fast Ethernet avait un cost de 1. Ok, avait un cost identique au gigabit Ethernet. Après avoir exécuté cette commande, AutoCost Reference Bandwidth, il y a maintenant une différence. Le fast Ethernet a maintenant un cost de 100. Et si nous descendons, le gigabit a maintenant un cost de 10. Il y a maintenant une différence. Donc OSPF peut maintenant choisir le gigabit parce que le gigabit a un cost inférieur. Au point où si nous rappelons show IP route, remarquez que le métrique a changé. Avant c'était 4, ok, c'était 4. Là maintenant c'est 121. 121. Simplement, je pense que si nous venons ici, le cost de cette interface est 10. Le cost de cette interface c'est 10. Je pense que ici également c'est 10. Nous allons voir le cost show IP OSPF interface. Ici c'est 100. Ok, c'est le G00. 100, je pense 10, 10. Ça fait 120. Il y a un, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Mais du moins, nous avons vu que le cost de ces interfaces a changé simplement en modifiant la bande passante de référence et non la bande passante de l'interface. Donc ça, c'est une méthode que Cisco recommande pour influencer le cost. Maintenant, pour résumer, pour une étude pratique, la liste suivante résume les règles sur la façon dont un routeur définit le cost OSPF de son interface. Définissez explicitement le cost à l'aide de la sous-commande interface IP OSPF cost sur une valeur de 1 à 65 535. Remarquez qu'ici il y a une limite, ok? Vous allez le faire interface par interface, interface par interface. Un routeur peut avoir 5 interfaces OSPF, alors que si vous faites AutoCost Reference Bandwidth, le routeur va automatiquement calculer la bande passante des interfaces en fonction de leur capacité, en fonction de leur speed. Bien que cela doit être évité, changer la bande passante d'interface avec la commande bandwidth speed, la vitesse étant un nombre en kilobits par seconde. Modifier la bande passante de référence à l'aide de la sous-commande AutoCost de la sous-commande de mode OSPF avec qui est AutoCost Reference Bandwidth et vous mettez la bande passante avec une unité de mégabytes par seconde. Donc techniquement la troisième méthode d'un point de vue pratique est celle qui est recommandée, mais au test ou aux examens, attendez-vous à, en fait, faire de telle sorte que vous comprenez tous ces éléments.